peux commencer, c'est ça? Oui. Ça, c'est le modérateur qui n'est pas prêt, qui fait. Bonjour, merci en tout cas de votre présence. Merci de l'intérêt que vous portez à la littérature, à la culture africaine et aux œuvres des auteurs. Il n'y a rien d'aussi précieux pour quelqu'un qui écrit que d'avoir une audience, que d'avoir des gens qui n'ont pas seulement lu, mais qui font la démarche de venir échanger avec les auteurs. Donc, nous avons 3 autrices, comme on l'a dit, c'est la particularité du Festival de littérature africaine. Donc, je ne vais pas dire un surnombre, mais il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Et donc, alors, les thèmes, c'est autour de l'ouverture sur le monde. Et aujourd'hui, le monde est devenu ce que l'on appelle, ce que l'on annonçait, ce que l'on pronostiquait à une époque, on disait que le monde deviendrait un village global. C'est-à-dire, quelqu'un au Sri Lanka serait au courant de ce qui se passerait au fin fond de Bafoussam, qu'il n'y aura plus de secrets et qu'on aura des potes qui sont en Australie, l'autre en Afrique du Sud. C'est la magie numérique, la magie de l'Internet et qui fait justement l'objet d'un ouvrage que nous avons essayé de vous présenter avec son autrice Kira Nupsiankonko, qui vient du Congo, le Congo-Brazzaville, et qui nous propose cet ouvrage, C'est cher Internet, qui évoque les bouleversements que peut apporter ces moyens de communication avec ces multiples facettes. Et alors, pour introduire le débat, alors, un mot sur l'autrice, ça complétera aussi la chose que j'oublierai de dire. Elle est bien sûr du Congo-Brazzaville, elle est consultante qualité, hygiène et sécurité environnement, et très intéressée par la culture un peu touche à tout, et la passion pour l'écriture, un accident ou un vieux rêve qui se réalise. La passion pour bonjour à tous. La passion pour l'écriture, c'est plutôt une thérapie, je dirais. Une thérapie parce que j'ai commencé à écrire pendant une période un peu difficile de ma vie. Et j'ai commencé par écrire ce que je vivais, ce que je ne pouvais pas le partager avec les gens. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais capable d'écrire et surtout que ça m'intéressait. Même si le premier manuscrit que j'ai écrit, je ne l'ai pas encore publié parce que c'est ma vie et je ne suis pas encore prête. Mais c'est une thérapie, ça m'a guéri et du coup j'ai continué, d'où le roman Ce cher Internet. Au-delà de la thérapie, il y a la volonté de s'adresser à l'autre pour témoigner de ce que l'écriture peut apporter, ou c'est aussi et surtout échanger son regard sur la vie, sur les choses avec l'autre. C'était beaucoup plus la volonté en fait de partager ce que je vivais. Quand j'ai commencé à écrire ou quand j'ai eu envie d'écrire, je me suis dit, je vais l'écrire pour le partager, pour sensibiliser les gens. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un manuscrit qui n'est pas encore publié, mais c'est un sujet très important qui touche les femmes, le monde professionnel. Et c'est quelque chose que je partagerai plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Donc c'était beaucoup plus. En fait, je me suis dit, je vais l'écrire parce qu'il faut que je dise aux gens ce qui se passe dans le monde du travail. Et c'est venu de là. Et comme j'ai toujours été une personne engagée, et ce manuscrit, je l'ai terminé. Comme je dis, je ne suis pas prête. Mais ce cher Internet, donc, ça a été une continuité parce que la sensibilisation ou la cause des jeunes me touche beaucoup. Donc, ça a toujours été un sujet que j'avais en moi. Et je me suis dit, je vais continuer sur cette lancée, toujours avec cette envie de sensibiliser, de partager. Alors, ces cher Internet, c'est les tsunamis qui créent Internet dans un village qui était tranquille jusqu'à l'arrivée d'Internet qui crée des bouleversements dans des relations
aussi bien au sein du village qu'avec l'extérieur. Et cela met en colère le personnage principal qui personnifie Internet et qui lui adresse des courriers. C'est parti de ça, cette fiction. Il écrit: Internet, cher Internet, bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu sais que je te déteste, ce n'est pas à discuter. C'est vrai et réel. Je ne sais pas d'où tu sors, cher Internet, mais tu bouleverses mon univers. Il faut dire que tu crées des embrouilles dans mes relations. L'autre fois qu'Annie, ma meilleure amie, avait annulé notre rendez-vous car elle avait quelque chose à faire avec toi. Est-ce normal que tu me ravisses ma copine comme ça? Et Internet lui répond: oui, je suis Internet et j'attire beaucoup de monde, mais je ne vais pas capturer les gens chez eux. Ce sont eux qui viennent vers moi et moi je les aide. J'ai été créé à la base pour simplifier les choses dans le monde entier. Je ne suis pas méchant. Je peux même beaucoup vous aider dans vos études si vous le voulez bien. Il suffit de bien m'utiliser, vous verrez que je vous serai utile. C'est un dialogue des sourds où il y a un peu de vrai dans ce que chacun dit. Il y a un peu de vrai, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très engagé. Cette histoire m'a été inspirée par des adolescentes, par des orphelines, parce que j'ai une petite association qui accompagne un peu les jeunes filles, les encourager à aller à l'école. Et pendant mes échanges avec ces jeunes filles, un jour, il y a une petite fille qui a pris mon téléphone, qui a commencé à le manipuler, et j'entends ses copines lui poser la question: oui, tu vas sur Internet, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas chercher sur Internet? Ça m'avait beaucoup surpris, et je leur ai posé la question: pour vous, c'est quoi Internet? Et chacune a commencé à me donner sa réponse. Internet, c'est Facebook. Internet, c'est Instagram. Internet, c'est quand tu veux rencontrer des hommes riches. Internet, ceci. Ok, d'accord. Et j'ai pris ça comme une question personnelle. Donc, à chaque fois que je me retrouvais face aux jeunes filles, aux adolescentes, j'ai commencé à poser cette question. Et qui est donc l'héroïne principale de ce cher Internet, c'est quelque part une petite fille qui m'a beaucoup marquée. Quand je lui ai posé la question: qu'est-ce qu'Internet pour toi? Elle m'a dit: je ne sais pas, mais je sais que quand je vais chez mes grands-parents, il y a Internet et je me connecte. D'accord? Et raconte-moi ton histoire. Et du coup, elle m'a raconté son histoire. Donc, ça m'a inspirée. C'est de là que vient ce cher Internet. Pour répondre à votre question, c'est pas un dialogue de sourds. Au contraire, c'est quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'Internet? Je dis toujours qu'Internet nous est tombé dessus, en fait. Généralement, on n'a pas, et je pense que pour la plupart, personne n'a été sensibilisé. À un moment donné, on s'est retrouvé avec un téléphone Android. Il fallait aller sur Internet. C'était à la mode. On s'est tous retrouvés sur Internet. Et donc, elle, quand elle pose la question, je ne sais pas d'où tu viens. Je pense qu'à un moment donné, moi aussi, je m'étais posé cette question. Mais c'est quoi Internet, en fait? Oui, on se connecte. Oui, Facebook. Oui, Instagram. Mais réellement, d'où vient Internet? Et donc, c'est ce que j'ai transmis dans ce livre. Et ce sont les questions qu'elle pose. Et les réponses que vous étiez en train de lire tout à l'heure d'Internet. J'ai voulu personnifier Internet dans ce livre pour que ça ne ressemble pas seulement à un dialogue, à un livre plat. Parce que mon message, ce n'est pas seulement de dire Internet c'est mauvais. On le dit, je pense que tout le monde le dit, tout le monde l'a déjà dit. Ok, Internet c'est mauvais, mais à un moment donné, il y a ce que j'appelle le à cause d'Internet et le grâce à Internet. Et donc c'est pour cela que j'ai ramené Internet, j'ai personnifié Internet, pour qu'à un moment donné, Internet apporte aussi ses réponses à cette adolescente-là qui avait des questions, qui voulait comprendre d'où venait Internet. Alors, vous écrivez à la page 11, qui est-ce qui voit ses amis et amis s'est transformé autour d'elle, grâce ou à cause d'Internet, des habillements qui changent, des comportements qui se rapprochent de plus en plus de ceux des Européens, des raisonnements de plus en plus occidentaux, des relations amoureuses sans fondement et autres.
est-ce que on n'escamote pas un peu l'avènement de la télévision qui a précédé Internet dans l'importation des mœurs et des habitudes? Est-ce qu'on ne charge pas un peu trop Internet en oubliant que nous avons déjà été plus ou moins préparés par la télévision? Je dirais oui et non. Oui, parce que je vais commencer par le non. Oui, il y a eu des télévisions. Là, c'est une histoire qui se passe en Afrique. On a eu des télévisions, on a eu des radios. Et on va dire quelque part, tout le monde a accès à la télé, tout le monde a accès à la radio. Mais aujourd'hui, il y a encore des coins dans nos pays où les gens n'ont pas de télévision. Ou encore quand il y a la télévision, c'est bien réglementé ou c'est bien réglé dans les familles. Moi, je me souviens, chez moi, on suivait la télé les week-ends et on semaine 20 ans le journal. Bon, après, mon père, c'était un peu dur, mais c'était ça. Mais aujourd'hui, Internet, c'est plus facile en fait pour les gens d'avoir Internet que parfois même la télévision, dans certains coins du monde. On a la télé, oui, mais des fois, il y a des règles qui existent. Mais un enfant qui a un téléphone, quelqu'un qui a un téléphone, on ne va pas lui dire, tu as un téléphone, tu as la connexion, mais tu ne te connectes que de 10h à 13h par exemple. Donc oui, il y a eu la télé, oui, on avait accès à tout ce qui se passait en Europe et tout, mais Internet est venu plus faciliter les choses. Donc c'est pour ça que je dis dans ce livre, qui essaie de dire, tu es venu changer les choses. Il y a bel et bien la télé, la radio, on a accès aux infos et tout, mais Internet est venu faciliter les choses. C'est devenu plus accessible. Quelqu'un, le petit enfant qui est à l'école, je ne sais pas, l'adolescent qui a 13, 14 ans, qui est en classe, même s'il n'a pas de télévision chez lui, même s'il n'a pas de téléphone chez lui, mais il a un camarade qui a un téléphone. Et il peut regarder des choses dont il n'a pas accès chez lui. Effectivement, avec la télévision, on sait un peu comment ça se passait. Il y avait un contrôle parental qui était possible et qui était efficace. Même si je me souviens, quand on regardait en famille la télé, dès qu'une femme et un homme s'embrassaient, on attendait le mouche voler et personne ne regardait plus personne. Bon, aujourd'hui, c'est banalisé. Effectivement, ce que l'on peut noter également avec Internet, c'est qu'il y a ce verrou-là qui a sauté. C'est-à-dire qu'il y a la perte du pouvoir des parents sur le contrôle de ce que les enfants doivent ou devraient voir. Alors, dans les livres, vous évoquez également la question du Mfumu, c'est-à-dire les chefs coutumiers, les chefs du village, qui sentent la menace d'Internet. Donc, ils réalisent que voilà, il est en train de perdre son pouvoir. Et plus loin, il y a également, sur le plan politique, des autorités également qui vont couper Internet parce qu'ils sentent que au niveau de la démocratie, ça en devient une menace. Donc, sur 3 plans, familial, local et politique, on sent que Internet, finalement, est à la fois l'allié du diable, mais également l'allié de la démocratie, de la liberté. Oui, j'ai commencé le livre, je crois que c'est la première page ou deuxième page. Je disais, lors de l'installation en fait, d'Internet dans ce village-là, donc de Kiessé, ils ont eu Internet grâce à un député. Et ça, c'est une autre réalité chez nous. Le député veut se faire élire. Il cherche un moyen pour convaincre tout le monde. Il est dans un village, il y a plein de jeunes. Qu'est-ce qu'il trouve à faire? Installer Internet. Et Kiessé va dire, je ne me souviens même pas qu'on a demandé la permission aux gens avant d'installer Internet. Donc là, déjà, il y a ce côté politique qui arrive. Le député qui vient imposer les choses, qui vient imposer Internet dans ce village. Ok, d'accord, merci. Le chef du village, qui est content, bien sûr, et qui fait la campagne de ce député, qui fait en sorte qui essaie de convaincre tous les jeunes pour qu'ils puissent voter ce député. Parce qu'il a installé Internet dans son village. Ce chef de village-là, pour lui, c'était positif, c'était bien. Mais à un moment donné, il se rend compte justement, Internet, c'est bien, mais tout ce qui se passe dans son village, en moins d'une seconde, en moins d'une minute, la grande ville est informée.
le président est informé. Alors qu'on sait très bien, dans tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est politique, parfois localement, il y a des choses qui se passent. Et du point de vue national, on n'est pas informé ou encore chacun essaie de gérer à sa manière. Et même lui, du coup, ils se sont menacés. Il se dit, mais attends, Internet, pour moi, c'était positif. Pour moi, c'était pour que ce député puisse être voté et tout. Mais au final, je me rends compte que ça me nuit. Et donc, c'est pour ça, en fait, j'ai voulu souligner cet aspect politique. Même le chef du village qui avait favorisé l'installation d'Internet dans son village, à un moment donné, il se rend compte, ben non, apparemment, c'était une erreur. Alors, Kies, on peut dire qu'il me représente un peu tous. Hein. Kies, ça peut être moi, ça peut être la société. Ça... Et un rapport assez ambigu avec Internet, c'est un peu je t'aime moi non plus. Hein. Et à la page 13, il dit elle s'adresse à Internet. Petit éclaircissement, ne m'appelle pas cher Kies. Je ne suis pas ton ami et je ne le serai jamais. Et puis, épargne-moi tes formules de politesse. Vous, tutoie-moi. Ne me fais pas vieillir. Je te tutoie, je m'en fous de ce que tu vas en penser. Au revoir. Ben, on sent, tout en repoussant Internet, qu'elle recherche un peu malgré elle aussi une proximité. Et plus dans le livre, et sérieusement, vous voyez Internet. Donc, c'est je t'aime plus, ainsi de suite. Alors, c'est un peu les rapports que la société a avec Internet. Bah, oui, en quelque sorte, parce que aujourd'hui, tout le monde sait sur Internet, on peut tout rencontrer, on peut tout avoir, et tout le monde sait que c'est négatif, on en parle. Mais en même temps, on se retrouve toujours sur Internet. En même temps, on est toujours attiré par Internet. En même temps, sans Internet, on sent qu'on ne vit plus. Donc c'est un peu ce côté que j'ai voulu traduire. Kiesé, au départ, elle est no Internet. Parce que quand je vois mes camarades, elle le dit, quand je vois mes camarades avoir des problèmes en classe, être punis, quand je vois des grandes sœurs que je respectais dans le quartier, dans mon village, parce que pour moi, elles représentaient des femmes respectueuses et tout, et aujourd'hui, à cause d'Internet, je les vois faire certaines choses que je n'accepte pas, des choses qui ne respectent pas nos traditions, qui ne vont pas dans le sens de nos valeurs. Je ne suis pas d'accord avec ces sœurs. Et donc moi, d'ailleurs elle le dit, je ne veux pas être comme ces personnes. Donc elle est no Internet. Tout le monde se lance. On a installé Internet, tout le monde se lance. Elle dit, pas moi. Je ne vais pas aller sur Internet, jamais, jamais. Mais Internet, aujourd'hui, c'est toute une séduction. Peu importe là où on se trouve, ce que l'on fait, mais c'est toute une séduction. Et c'est ce que je voulais traduire en fait. Parce qu'à un moment donné, elle va se retrouver sur Internet et faire même pire que ce que les autres faisaient. Donc c'est ce côté séducteur d'Internet. À un moment donné, c'est comme si on perdait en fait le pouvoir. C'est tellement fort qu'on se sent attiré. On déteste. On maudit Internet. Mais on sait qu'à un moment donné, on veut tellement se retrouver sur Internet. Il y a tellement de choses. Je veux aller voir, je veux faire ceci. C'est ce que je voulais traduire par ce petit côté tu m'énerves, je te déteste, mais en même temps, je suis avec toi parce que je veux être sur Internet. Alors, il ne faudra pas réduire ces livres sur Internet. Hein. Ce n'est pas qu'une chronique sur Internet. Il y a des sous-thèmes qui sont intéressants, qui sont passionnants, notamment sur l'amitié, sur l'amour. Et ça vaut les détours. Et je vous laisse la surprise d'aller acheter les livres et vous allez découvrir des histoires intéressantes et la complexité de l'amour, la complexité de l'amitié. Voilà. C'est intéressant. N'hésitez pas à acquérir les livres pour en savoir plus. On reviendra dans l'échange avec la salle sur s'il y a des questions. Internet, c'est ouverture sur le monde, mais l'ouverture sur le monde peut se faire vraiment par l'évasion. Et je ne sais pas si je peux résumer le livre de Kadi Diouf sur le thème de l'évasion. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait une rencontre avec un jeune qui est porteur d'albinisme et une jeune fille qui va avoir des savates magiques qui vont lui permettre de s'évader, de parcourir le monde.
Alors, les livres, alors, autant sur ce que j'ai aimé, je vais dire sur le plan de la forme, c'est sur Internet, l'écriture est nerveuse et ça correspond vraiment à la thématique. Hein. Donc, l'expression est nerveuse ça colle vraiment à la thématique telle qu'elle est exploitée. Et dans le livre de Kadi Diouf, c'est. Alors, la petite anecdote, c'est que j'avais 3 livres à lire pour la modération. C'était les plus volumineux. Je dis, ok, je me laisse ça pour. Je vais lire un dernier, comme ça je vais lire une partie ce soir. Et puis demain matin, je vais lire le reste. Et sauf que quand j'ai commencé, il était 23 heures et j'étais incapable de m'arrêter. C'est. Au fait, Kadi te prend même pas par les bras, et elle se met devant toi et te parle, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de descriptions, même une petite scène, mais il va avoir une description des détails, de l'humour, beaucoup de subtilité, et petit à petit, et tu te rends pas compte, tu avances, tu dis, mais finalement, tu te sens obligé d'aller jusqu'au bout. Donc finalement, j'ai fini la lecture à 3h45, et c'est passionnant parce que et on s'évade et on parcourt l'Afrique avec cette jeune qui s'appelle Lala. On parcourt l'Afrique, on parcourt pas que l'Afrique, mais on parcourt également beaucoup de thématiques. Alors, c'est pour moi qui est d'origine sénégalaise, dans Sénégambie. Pour la petite mémoire, dans les années 60, après l'indépendance, il y avait un projet de fédération entre le Sénégal et la Gambie qui allait s'appeler Sénégambie. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais bon, il reste des très bons rapports entre ces 2 pays. Donc, alors, le fond de ces livres, c'est l'envie de parcourir l'Afrique et de parler de l'Afrique subtilement avec ses actualités, ses blessures, ses côtés positifs. Bonjour tout le monde. Le choix, moi ça m'est tombé dessus. Pour un peu rebondir sur la question qu'elle a eue tout à l'heure, on m'entend bien. Ça m'a un peu tombé dessus, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée, j'ai eu l'histoire, j'ai eu un récit et surtout une fin. Et de fil en aiguille, c'est devenu un livre. Aussi, au fil des échanges que je pouvais avoir avec des personnes lambda. Par exemple, j'ai un personnage qui est inspiré d'un boxeur, un champion d'Afrique qui était Sungalou Bakayoko. On me montre une photo, on me dit, bah, regarde, il est face à Mohamed Ali. Et toutes ces personnes-là qui ne se rendent pas compte, avec une anecdote d'une tata qu'on appelait la photo mi-temps de la famille, bah, ça m'a construit, ça m'a permis de construire mes personnages de cette manière-là et de broder une histoire. En revanche, j'avais la fin, parce que c'était important pour moi de présenter l'Afrique de cette manière. Aussi, on a un récit qui est souvent le même. La thématique de mon livre est aussi l'immigration clandestine en l'occurrence. J'ai eu une expérience désolante aussi dans ma famille, donc ça m'a donné envie d'exploiter ce schéma avec de l'humour, comme on l'a dit, et de la légèreté, parce que ma cible était principalement adolescente, même si c'était un livre tout public. L'objectif, c'était, ok, on a un père migrant, qui décide en tout cas de faire le choix de partir vers une Europe et une promesse d'avenir meilleur. J'ai fait le choix que ce soit un père pédiatre. C'est important parce qu'on n'a pas uniquement ce schéma du miséreux qui est dans la boue, dans l'argile, qui décide de partir. On a aussi une fuite des cerveaux qui est réelle. Ils ne font pas ce choix parce qu'ils ont envie d'abandonner la mère patrie, ils font ce choix parce qu'ils n'ont pas, selon eux, parfois parce qu'ils n'ont réellement pas le choix que de partir. Donc ça, c'était important pour moi. Je voulais inviter au voyage parce que je trouve que c'est quelque chose aussi de facile finalement, d'emmener les gens avec nous, de les faire voyager, de leur montrer l'Afrique sous différents prismes. Et d'où le choix d'une chaussure magique, et on le comprend à la fin de mon récit, pourquoi le choix d'une chaussure et pourquoi le choix de cette forme de chaussure en particulier. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, généralement, quand je lis un livre pour présenter comme ça, je fais des annotations, telle page. Bon, c'est l'un des rares livres, les premiers, où je ne vais pas renvoyer en disant, bon, allez, telle page, c'est tout ça. Voilà, franchement, on voyage. Et la façon aussi de présenter les différents pays en collant à la fois aux caricatures, aux caractéristiques, mais également à l'actualité. Je prends le cas de la Libye, à travers une copine que Lala va se faire en Libye.
sans que le nom de Kadhafi soit cité 2-3 fois, sans que la situation politique soit évoquée, mais rien que par les biais de la vie de cette famille, du parcours de cette jeune fille, on a la situation politique de la Libye. Et quand tu arrives à Kinshasa, et dans les relations avec deux sœurs, on aborde, on découvre à la fois Kinshasa, cette ville qui ne dort pas, où la musique, on respire 24 heures sur 24. Mais également, tu nous fais penser que c'est aussi les pays qui a été considéré à un moment donné comme la capitale des viols, les viols utilisés comme armes de guerre, les assassinats, ainsi de suite. Et d'autant que tu nous amènes en Tanzanie, où les rapports avec la nature est extraordinaire. Et à un moment donné, le personnage principal, Lala, est en colère avec une copine qui est en Éthiopie. Elle arrive avec cette colère en Tanzanie, et les copains en Tanzanie essaient de l'apaiser, de la calmer. Non, elle refuse de se calmer. Elle veut absolument escalader, aller au sommet de Kilimanjaro parce qu'elle a envie d'y aller. Et l'autre qui a un peu un côté vieux sage qui lui dit non, on ne peut pas aller, on ne peut pas entrer en contact avec la nature si on est en colère, si on n'est pas apaisé. Pour écrire ce livre, tu as pris le temps à la fois d'étudier les particularités, ou tu t'es saisi un peu de ce qui rôdait en l'air à travers les actualités? Alors, non, je voulais pas travestir l'histoire de certains pays. Il y en a certains que je survole, et il y en a certains où c'était important pour moi qu'elles soient un peu plus ancrées. C'était un choix aussi. Je trouve que c'est ne pas non plus rendre hommage. Je n'ai pas pu être dans le détail pour l'intégralité des pays, et je n'ai pas ce bagage, pas pour l'instant. Dans quelques années, on va rediscuter de ça. Mais je n'ai pas encore ce bagage. Donc non, c'était important d'être fidèle au moins aux descriptions. Il y a des pays que j'ai déjà fait, et il y en a certains que j'ai complètement fantasmé, donc j'ai dû créer en fonction de ce que j'ai lu, de la documentation à laquelle j'ai eu accès, pour pouvoir être fidèle au maximum, en tout cas à l'atmosphère. Kinshasa, j'en rêve. J'ai été à Pointe-Noire et pas à Kinshasa, mais j'ai été bercée par la rumba congolaise. J'ai été bercée par même des films congolais où je ne comprenais pas tous les mots. C'est ça. Mais c'était important pour moi de recréer cette atmosphère et de m'y croire. C'est pour ça que je décris comme un Kinshasa des années 70 à un moment donné. Parce que c'était important et c'était l'imaginaire que j'avais. Bien entendu, je ne pourrais pas être fidèle à 100% à ce que c'est qu'un Kinshasa aujourd'hui. Maintenant, les thématiques ou les dates, comme les printemps arabes quand on parle de la Libye, c'est important aussi. Il fallait que je sois dans le bon timing. Les drames qu'il y a eu dans certaines zones, j'ai pris des vraies dates sur des vraies zones géographiques pour que ce soit le plus fidèle possible. Mais encore une fois, comme on est dans la légèreté, on est dans quelque chose où on est là pour sourire, pour rigoler, pour se détendre, malgré certains drames dans certaines zones. L'objectif, en tout cas, c'était que ça reste au moins fidèle au maximum et que ça puisse rendre hommage à certaines personnalités, si je puis dire. Mais comment Lala choisissait ses destinations? Eh bien, j'ai fait... comment est-ce que j'ai... Je sais que c'est parti progressivement. Ouais. D'abord, c'était Dakar. C'était pas loin d'où... c'était la maison, c'est ça. Voilà, Dakar. Et ensuite, tiens, maman était au Mali, je sais pas, bon, Mali. Et comment il choisit ensuite ouais, je sais. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est la fin. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est que j'ai fait un dessin. Et j'ai fait un circuit. Vraiment, j'ai fait un circuit. Sauf qu'au fur et à mesure que j'écrivais l'histoire, je me suis dit, là, le circuit ne va pas respecter la forme que je voulais. Donc c'est pour ça qu'il y a certains moments où je fais des sauts vu qu'on est il y a un personnage secondaire, donc je fais des sauts dans d'autres endroits, mais à l'origine, je tenais absolument à ce que ça suive le circuit que moi j'avais dessiné sur ma carte. Il était comment les circuits? Ça colle un peu finalement, parce que je commence par le Sénégal, je me retrouve au Mali, je me retrouve en Algérie, je me retrouve en Libye. En fait, ça fait un arc de cercle au départ. Donc j'essaye de suivre ma carte de l'Afrique. Là, je spoil énormément, mais on ne le sait pas au départ, le voyage que mon héroïne est censée entamer. Mais au départ, j'avais littéralement dessiné une ligne sur la carte parce que ça avait du sens pour moi. Et au final, au fur et à mesure du récit, ça a un petit peu changé, mais j'estime que je n'ai pas
totalement dérogé à ce que moi j'avais planifié. Voilà comment ça s'est dessiné. Alors on va pas dévoiler la fin, mais il y a une étape qui est... c'est pas qu'il est qu'on ne pouvait pas imaginer dans toutes ces étapes, c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe, il y a beaucoup d'émotions, où Lala fait un discours qui est presque un manifeste politique. Clairement là on est plus que sur 10, mais c'est pas grave. C'était important, très important pour moi, ce lien entre l'Afrique et les Antilles. Je trouve ça dommage, et il y a un journaliste qui s'appelle Serge Billet, que j'aime beaucoup pour ça, qui fait beaucoup le pont entre la Côte d'Ivoire et la Martinique. Je vois pas pourquoi ce serait un tabou, en fait, qu'on ait ce tronc commun et qu'on puisse se dire, ok, on peut parler des mêmes sujets. On a une sensibilité qui peut être la même, afro ou pas. Moi, j'ai une lectrice qui est danoise, blonde aux yeux bleus, et qui a adoré aussi. Donc ça ne veut rien dire, mais c'était important pour moi de faire ce pont. Je ne sais pas comment est-ce que je vais l'exploiter à terme plus tard, parce que je suis sur un tome 2. Mais c'était vraiment... je voulais absolument qu'il y ait ce lien, vu qu'elle fait du voyage, entre la Guadeloupe, ça aurait pu être la Martinique, mais j'ai choisi la Guadeloupe pour le Memorial Act, ça puisse se passer là-bas. Mais c'est un débat qui pour moi, il y a encore beaucoup de choses à dire ensemble. On devrait s'asseoir autour d'une table et pouvoir s'élever ensemble. Ça se fait déjà beaucoup, mais j'estime que ça ne se fait pas assez. Et voilà, c'était un petit clin d'œil à cette société-là. Et j'ai choisi de parler du potomitan parce que c'est quand même du matriarcat ou des codes communs qu'on retrouve aussi en Afrique. Donc pour moi, ça allait de soi, sans mauvais jeu de mots. Alors, justement, je ne vais pas faire la hiérarchie des personnages ou des héros de ces livres, mais on peut observer quand même que les héros principaux sont des héroïnes, notamment Lala et sa maman, qui marquent de leur empreinte, de leur courage, de leur imagination, de leur malignité. Les livres, c'est un choix, un message pour coller avec les femmes-hommes, comme on les appelle en Guadeloupe. Oui, c'est un choix. Ça n'occulte pas tout ce côté, toute la figure paternelle que représente, parce que quelque part, il y a une quête d'identité, mais c'est aussi une quête du père parti. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce qu'il décide finalement de prendre tous les risques pour sauver sa famille et la mettre à l'abri? Il y a aussi cette valorisation de mon personnage secondaire qui est Akil. Je suis moins profonde, moins dans la description avec lui, mais il y a aussi d'autres pans de sa personnalité qui sont importantes à mettre en avant. Maintenant, pourquoi les femmes? Principalement, quand le père part, celle qui prend le relais, c'est son épouse. Donc automatiquement, pour moi, le livre va tourner autour d'une de ces figures-là, que ce soit... J'ai choisi la fille, mais ça aurait pu être la mère. Et d'ailleurs, j'ai hésité à partir sur cette piste-là pour la suite, ce qui n'est pas le choix final. Mais c'était important parce que c'est réel. Enfin, moi, j'ai vu mes tantes, j'ai vu les femmes aller chercher de l'eau au village. Je l'ai fait. Je suis allée dans la rizière avec des femmes. J'ai vu des femmes par survie. J'allais être grossière, mais j'ai vu des femmes par survie faire des choix ou prendre des risques. Ouais, vraiment, qui ont vraiment pris des risques pour leur vie, juste pour que leur famille puisse manger, pour que leurs enfants puissent être en bonne santé. Et c'est réel, c'est pas, je ne l'invente pas. Et le potomitan, il y a un côté aussi péjoratif que je n'apprécie pas, où on doit te mettre toutes les misères du monde parce que tu es censé tout accepter et être une femme forte. C'est pas l'objectif non plus. Mais c'est une réalité, c'est quelque chose que j'observe. Et je suis désolée, pour mettre un petit peu l'accent, quand on parle tout à l'heure et qu'on nous présente et qu'on nous dit qu'il y a 70% de femmes versus 30% d'hommes, c'est aussi un fait. Mais un petit peu plus dans l'action, je parle de la communauté afro, encore une fois. Pas d'amalgame. Il va y avoir une suite. Ça s'est imposé à toi au fil de l'écriture ou c'était planifié? Non, parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait ce livre parce qu'on est autour de la thématique de l'adolescent.
je l'ai fait pour aller au bout parce que je procrastinais énormément. Donc je me suis dit, finis-le. Et en fait, j'avais quelques bêta-lecteurs, quelques bêta-lectrices, et c'est ces personnes-là qui m'ont dit, s'il te plaît, va au bout parce que moi, j'aurais aimé lire ça. Moi, j'aimerais que mon fils ou ma fille lise ceci. Et c'est vrai que quand je l'écrivais, et vu que c'était léger, etc., je me disais, c'est vrai que moi qui aimais lire quand j'étais plus jeune, ça aurait pu m'emmener. J'aurais eu 13-14 ans, ça aurait pu me faire partir. Donc je suis très très contente quand moi j'ai des retours d'adolescents ou de préadolescents qui ont chacun et chacune leur lecture aussi, c'est intéressant. Mais ça c'est la condition en tout cas pour moi, ou pourquoi ne pas l'avoir fait. Aujourd'hui c'est complètement ce sur quoi je suis partie. La question c'était, pardon, le tome 2, voilà. Et la suite, c'est au fur et à mesure des échanges, exactement, au fur et à mesure des échanges, tout le monde venait avec sa suite. Tout le monde me disait, ouais, en fait, il va se passer ceci, et puis tu peux pas nous faire cela. Je me suis dit, ok, il y a peut-être vraiment une piste à aller chercher. Je l'avais, mais j'étais pas... j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, de me dire, est-ce que j'aurais les épaules pour aller sur ce chemin-là. Je l'ai emprunté et j'en suis ravie aujourd'hui, mais c'est vraiment grâce aux rencontres. C'est quand une personne, un homme qui a fait ce parcours me fait une lettre manuscrite pour me dire merci parce que ça m'a rappelé le chemin que moi j'ai traversé et au final je l'ai transmis à ma petite fille et ça m'a fait du bien. C'est quand j'ai une lettre manuscrite là-dessus. C'est quand j'ai une petite fille qui n'a pas les moyens, qui est brésilienne d'origine mais qui veut absolument l'obtenir et qui le lit et qui revient me voir sur un salon pour me faire un câlin et me dire merci alors qu'elle ne ressemble pas forcément à mon personnage principal. C'est pour toutes ces raisons-là, je me dis, je le fais pour ça en fait. Le reste c'est du plus, moi je le fais pour ça. Et ça m'a donné envie de me dire, ok, j'ai autre chose à dire pour clôturer ce chapitre. Et j'espère en tout cas que j'arriverai à faire honneur au tome 1 en tout cas. Merci Kadi. On va à présent écouter Sabine Mengue qui nous propose Et les femmes se sont tues. D'emblée, je me suis dit, tiens, nous les hommes, nous allons encore en prendre pour notre grade. Mais en fait, c'est plus que ça, et c'est mieux que ça. C'est un livre sur, comme tu l'as dit, sur la mémoire. Je rappelle, Sabine Mengue est camerounaise, passionnée d'histoire, comme c'est écrit sur Jokenfort, j'ai lu ce qui est écrit. Et tu dis que c'est sur la transmission. Hein, tu dis que ces livres, c'est pour la transmission. Alors moi, j'ai dit, c'est à la fois mémoire et transmission. J'essaie de distinguer les deux, c'est peut-être insensé. Il y a un côté reconstituer ou conserver la mémoire et puis transmettre, c'est notre démarche qui n'est pas simple. Et on le voit à travers ce livre, qui est l'histoire d'un jeune qui découvre que son grand-père et sa grand-mère ont été des militants avant l'indépendance et après l'indépendance, et qu'ils ont subi les affres, pas seulement du nouveau pouvoir qui est arrivé au Cameroun, mais de l'emprise que la France avait encore, qui ont subi des tortures abominables. Il y a des assassinats, des situations dures. Et il y a des chapitres qui ne sont pas faciles à lire, mais c'est la réalité. Alors ce jeune va tout faire pour connaître réellement l'histoire de ce grand-père qui a toujours refusé de transmettre, qui a refusé d'en parler. Et la maman non plus, est-ce que la maman savait ou n'osait pas? Il y avait une sorte de silence des plombs sur cette histoire. Et ce jeune, avec beaucoup de détermination et d'intelligence aussi, va essayer de démêler les fils, en tout cas de reconstituer cette histoire afin de la partager. C'est une autobiographie, c'est une réalité comme tu l'as dit. Et alors, comment cette volonté est née? Il y avait une situation particulière où c'était juste ce silence pesant qui au fil du temps est devenu très difficile à porter, et tu t'es dit non, il faut franchir les pas. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Alors, le livre n'est pas une autobiographie. Loin de là, c'est un roman. Comme je le dis, j'aime à le dire, j'aurais voulu que ce soit une biographie
mais celle de mon grand-père. Et j'aurais une belle phrase pour commencer cette biographie-là. Je pense que c'est le site d'Ascopi, mais j'ai vu que c'était... Non. Non, mon grand-père était un démocrate et c'était quelqu'un qui était aussi un amoureux et j'aurais voulu faire sa biographie. Malheureusement, je ne pouvais pas faire cette biographie, je n'avais pas assez d'éléments. En réalité, effectivement, le livre est basé sur un épisode de sa vie, mais dont je n'ai même pas les éléments complets. Je suis née dans la maison de mon grand-père, à Yaoundé, et j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 9 ans. Et quand j'étais petite, j'entendais parfois dans les conversations familiales, on rappelait « Ah, telle chose s'est passée quand grand-père était à Mantoum ». Et on chuchotait quand il était à Mantoum. Et donc, ça a bercé mon enfance et je savais, j'ai quand même su que Mantoum, c'était le nom d'une prison. Et c'est tout. Et quand étant enfant, quand on dit que quelqu'un fait de la prison, c'est forcément pour quelque chose de mal. Il a volé ou il a tué, et on n'ose pas demander. Et puis, j'ai grandi, je ne me suis pas intéressée plus à cela. Et on parlait de comment on arrive à l'écriture, c'est souvent des thérapies. En 2018, j'ai fait un burn-out. Et puis, dans le processus, on m'a dit, fais des choses que tu aimes. Je suis tombée sur on m'a offert un livre qui parlait d'histoire, c'était un livre d'histoire du Cameroun. Et je lis au milieu des 600 pages que constitue ce livre, quelque chose autour des prisons, qui étaient des prisons politiques. Et il y a le nom Mantoum à l'intérieur. Et j'ai dit, mais tiens, je connais ce nom, Mantoum. Et on parle de ceux qui étaient là-bas. Et c'est de là que part l'histoire. Sauf que mon grand-père est décédé en 2015 et je n'avais aucune information. Donc je vais interroger donc ma famille pour savoir, mais finalement, en fait, grand-père était bien en Mantoum, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on me dit qu'il a été arrêté lors de manifestations autour des premières élections du Cameroun fédéral. Le Cameroun fédéral veut dire simplement la réunification des deux Camerouns, anglophones et francophones, qui avait eu lieu en 61. Et donc, en 1964, il y a ces premières élections. Et donc, il y a des partis d'opposition. Dans un de ces partis, mon grand-père milite. Et on arrête, on enferme, on tue certains, parce que les résultats des élections truquées, a priori, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, donnent la victoire au parti unique et, de façon un peu cosmétique aussi, à un des partis de la partie anglophone du pays. Donc, j'ai eu besoin finalement de passer par un personnage qui est Afan, qui est un jeune lycéen en terminale, il prépare son bac, pour raconter, pour combler peut-être les vides de l'histoire, mais après, donc depuis 2019, j'ai écrit ce livre, j'ai fait beaucoup de recherches, et qui m'ont fait me rendre compte, même si on sait des choses sur l'histoire en Afrique, sur les luttes des indépendances, etc., finalement, nous sommes là aujourd'hui, moi j'ai presque 50 ans, et nous avons des enfants qui naissent, et j'ai eu l'impression qu'il y a un maillon qui manque entre nos grands-parents et nous. C'est cet omerta-là que j'ai voulu lever pour que la transmission puisse se faire. En parlant de ce omerta, on voit bien que le héros du livre se questionne pourquoi le grand-père ne veut pas en parler. Et il a évoqué la question avec le grand-père.
et qui lui répond, il dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne peux te raconter mon histoire. Mais c'est surtout parce qu'elle s'est perdue dans ma mémoire. Et puis, à quoi cela sert-il à un guerrier de chanter sa propre bravoure et ses propres louanges? Comment sauras-tu quelle est la part de la vérité et celle de la vanité? En revanche, je vais te raconter l'histoire de mon ami Voubert. Il a vécu à peu près la même chose que moi. De lui, tu pourras faire l'éloge. Rends-lui hommage, car beaucoup ont disparu et leurs familles ne les ont jamais retrouvés. Est-ce que les grands-pères se sentent moins héros parce qu'estimant qu'il a eu la chance de survivre, d'avoir des petits-enfants contrairement aux autres, ou c'est par une forme de rigueur scientifique en disant je ne peux pas être à la fois protagoniste et narrateur? Il y a un peu des deux. Dans un sens, les personnages qui sont là-dedans, en fait, sont vraiment, il y a une histoire autour des personnages, de chacun des personnages, des histoires personnelles, mais c'est aussi allégorique. Ça parle aussi de peuple. Il y a des non-dits qui entourent certains peuples à l'intérieur du Cameroun. Et justement, autour, pour moi, expliquer les silences était difficile à dire. Pourquoi on raconte une histoire et pourquoi on choisit de se taire? Donc, pour moi, c'était une manière d'expliquer quelquefois les silences, mais c'était aussi, par rapport à moi, une façon détournée de raconter les choses, vu que je n'avais pas justement accès à tous les éléments réels de la vie de mon grand-père, mais que j'ai eu accès à d'autres histoires de personnes qui ont vécu la même époque. Donc, j'ai pu me servir de ces sources-là pour raconter un petit peu l'histoire dans l'ouvrage. Alors, je vis que, j'espère que cette fois j'ai bien lu, que tu as fait un peu de théologie. Non, mais c'est un rapport avec le paragraphe que je vais soumettre à ton commentaire. À la page 32, tu dis Voubert, c'est le personnage le personnage emprunteur dont le grand-père parle de lui-même en utilisant le nom Voubert. Il dit Voubert pensant au Christ. La religion n'était pourtant plus sa tasse d'été depuis que l'archevêque Béniké de Yaoundé avait interdit les balafons, soi-disant diaboliques à l'église. Or, il jouait de saints instruments avec dextérité au sein de la chorale. Aussi, la comparaison avec les juifs les plus connus s'arrêtait au fait qu'ils semblaient partis pour souffrir injustement. Alors, quand le personnage dit les juifs les plus connus, c'est pour rejeter l'universalité du Christ ou pour juste souligner que c'est une religion d'importation qu'on nous a imposée? Ici, le personnage Voubert est effectivement en train de parler un petit peu de remettre en cause effectivement le christianisme et à cette époque-là, parce que c'était le cas, lorsque le christianisme est arrivé dans la plupart des pays en Afrique, il y avait effectivement peut-être déjà la non-compréhension des rites, des traditions qui se faisaient, des savoirs, mais il y avait une volonté aussi de remplacer tout cela. Et donc, quelque chose comme le balafon, c'est un fait réel, hein, parce que c'est effectivement, à cette époque, c'était l'archevêque avait interdit réellement qu'on joue du balafon dans l'église, parce que les balafons étaient utilisés pour des rites spirituels, qui emmenaient souvent les gens parfois à des transes. C'était utilisé dans différents rites d'initiation, mais aussi dans des thérapies qui emmenaient parfois les gens dans les transes, dans les espèces de transes. Et c'était un instrument qui était aussi un instrument de fête. Donc, on l'amène à l'église, mais la manière dont les gens se
prennent dans le jeu de ce... était pour cet archevêque, ça semblait trop rappeler les rites et les cérémonies traditionnelles, et il ne voulait absolument pas qu'il y ait de cela. C'est un symbole, mais c'était effectivement comme ça pour tous qui avaient trait, voilà, on parlait des œuvres d'art, tout ce qu'on appelle œuvres d'art aujourd'hui ici, et c'était initialement des objets sacrés, des objets rituels qui servaient vraiment aux familles et au village, à la population, et qu'on a voulu effectivement écarter. C'est juste un clin d'œil, le juif le plus connu, tout le monde sait de qui on parle. Et puis... Alors sur les combats politiques, les détails, ces livres, c'est une mine d'or, hein, une mine d'or en termes d'informations, des rappels historiques. Vous ne me prenez pas, c'est pas parce qu'on dit que c'est un roman et que tout est romancé. Vraiment, c'est une mine d'or. Je vous laisse en tout cas découvrir ça à la lecture. Alors, je vais terminer sur notre terrain. Alors, ces livres ont un côté manuel de sociologie, notamment un rappel des coutumes, des rites et des choses. Alors, c'est assez étonnant parce que ça se passe au Cameroun. Et moi, je suis du Congo démocratique et nos deux pays ne se touchent pas forcément. Mais pour les mariages, on retrouve quasiment les mêmes coutumes, les mêmes pratiques, les mêmes rites. Alors, il y a une question qui apparaît, c'est la question, par exemple, de mariage forcé, où l'on pense que ça a existé. Il a fallu exister, mais on découvre là également la souplesse de l'arrière-grand-père. C'est-à-dire, quand le grand-père a voulu se marier, il s'est trouvé une belle fille, il s'est fiancé à l'insu de son père. Alors que le père s'était déjà arrangé avec un de ses amis pour que son fils épouse sa fille. Et le père avait même déjà commencé à verser la dot en plusieurs parties. Et quand le fils annonce à son père qu'il a trouvé une fiancée, donc il veut se marier, le père lui répond: cela tombe bien que tu sois prêt à te marier et surtout à te ranger. Je ne désespérais pas au vu de l'éducation que ta mère et moi t'avons donnée. J'ai demandé la main des Bana pour toi, la deuxième fille d'Aîné, mon ami d'enfance. Nous nous étions promis de sceller notre amitié un jour par une alliance de sang. Dieu ayant fait bien les choses, il n'a eu que des filles et moi des garçons. Donc le garçon découvre à ses dépens un peu qu'on lui a trouvé une fiancée, une femme, une épouse. Donc finalement, il réussira à convaincre son père à lui laisser libre de son choix. C'est que son père admet. Il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas de tension dans la famille. Mais par contre, il remboursera son père la dot qu'il avait commencé à avancer. Et il y a un autre aspect que je voudrais relever, car on présente souvent la dot africaine comme une forme d'achat, en disant tiens, on achète la femme, on vend la femme. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des rites qui avaient des significations intéressantes. Alors là, nous sommes dans la cérémonie de la dot. Il y a 3 étapes. Et dans l'une des étapes, tu écris ceci. Par exemple, lors de l'épreuve de fidélité, il fallait trouver Ange parmi une dizaine de ses cousines. Ange, c'est la fiancée, la future épouse. Il fallait trouver Ange parmi une dizaine de ses cousines cachées sous un grand drap. Ange avait essayé de m'aider en se faisant un chignon haut sur le sommet du crâne. Ainsi, je pouvais facilement la repérer. Ses cousines s'étaient rendues compte du subterfuge, s'étaient coiffées de la même façon, sans que je le sache. Aussi, à chaque fois que je me trompais, la cousine jouait l'offusqué, m'accusant de vouloir s'aimer la zizanie dans la famille comme un vrai coureur de jupons. Et j'ai donné une poule. Cette partie de la cérémonie était empreinte de gravité. Néanmoins, les gens riaient beaucoup, car tout était théâtralisé. Et les jeux de rôle étaient excellents. De nombreux défis émaillèrent la journée, et quand le soleil commença à décliner, le verdict fut donné par les représentants du clan d'Ange. J'avais mérité leur fille, et c'était une vraie victoire. Alors, je vais juste ajouter une anecdote, et après je vais lui demander de commenter. J'avais un oncle maternel qui vivait en ville, dans la capitale, qui avait une très belle situation, qui a décidé de se marier, donc on lui a trouvé une épouse au village. Il est allé au village, il a débarqué en costume et tout, il est arrivé. Et la belle famille dit: écoutez, vous voulez épouser notre fille? Bon, il a voulu commencer à donner sa dot, les cadeaux. Non, pas, prends ton temps.
Il dit, mais par contre, tu as regardé à l'entrée de la parcelle, là, il y a des herbes, bon, prends la hache si tu peux débroussailler. Mon oncle n'arrêtait pas de répéter cette histoire. Moi, citadin, moi qui suis cadre ici, on m'a fait débroussailler devant la parcelle. Donc ça me rappelle un peu cette histoire. Donc je te laisse commenter cette partie un peu sociologique du livre. Alors, merci. C'est vrai qu'il y a des éléments comme ceux-là qui parsèment le livre. Je fais peut-être le choix de détourner la réponse à votre question ou de détourner la question. Ces détours, en fait, pour faire le lien avec le thème qui nous rassemble ici, c'est toute la partie dans la construction de l'identité d'une personne. Là, on est avec donc, le jeune Afan, qui a 17 ans. Il est justement dans l'âge où il construit son identité. Tout ce qu'il est en train d'apprendre est de tous ordres. Il acquiert des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, qui sortent de la lignée. Il se construit avec aussi, justement, des silences, des omertas, des secrets familiaux. Il doit se construire sa propre identité par rapport aussi à la vie politique, celle d'avant, comprendre d'où on vient et savoir comment lui va se positionner. Parce que finalement, c'est aussi la question ou le questionnement qui m'a habité tout le long dans l'écriture de ce livre, c'est qu'est-ce que nous faisons de l'héritage reçu de nos parents. Que ce soit, comme je disais, les silences, les traditions, les valeurs, l'histoire politique, etc. Tout cela sert à quoi? Si c'est transmis, ou que ce ne le soit pas d'ailleurs, c'est pour que nous-mêmes, on puisse se positionner. Les jeunes ont besoin de modèles. À un certain âge, ils ont en même temps, c'est souvent à cet âge-là, quand on est adolescent, on est bourré de paradoxes, on veut rejeter l'autorité parentale, on veut rejeter aussi celle de l'État, enfin tout ce qui représente une quelconque autorité, les éducateurs, etc., pour se faire le chemin. Mais en même temps, on est dans la recherche d'un modèle et d'un héros, de quelqu'un qui donne du sens à la vie, parce que c'est un moment où les jeunes se construisent avec toutes ces questions par rapport à leur place au monde, à leur être au monde. Et donc, à ce moment-là, ils ont besoin de ces repères-là. Et ces repères les emmènent à un engagement. L'âge de l'adolescence, c'est un âge où on croit à des idéaux. C'est pour cela qu'on va retrouver aujourd'hui parmi les militants dont on parle en matière d'écologie, ceux qui parlaient d'écologie, c'est souvent des jeunes, que vous soyez Greta Thunberg ou alors Vanessa Nakate en Ouganda. Les jeunes aujourd'hui sont concernés par la question de l'environnement. Mais je voulais aussi interroger, ils sont engagés parce qu'ils se posent des questions là-dessus. Ils sont aussi en défiance par rapport aux politiques, vous soyez en France ou au Cameroun, les jeunes ne croient pas trop à la politique, etc. Mais c'est aussi le moment où justement on s'engage, où on rentre petit à petit dans son statut d'adulte. Et en tant qu'adulte, il y a un nombre de choses qu'on va faire, notamment sa position dans la société, l'engagement citoyen. Et c'est là où moi je pourrais demander aux Africains qui sont ici, dans vos familles, est-ce que les jeunes votent en Afrique? Moi, ma dernière sœur a 33 ans. Je suis l'aînée de ma famille, on est 6, personne n'a jamais été voté.
Alors, comment on le sait? Si on ne va pas voter, bien sûr, il y a beaucoup de débats pendant les élections. On fait des pronostics. Tel candidat, ah oui, si lui va gagner ou tel autre, etc. Mais on a l'impression qu'ils vont gagner parce qu'on a décidé de quelque chose dans un bureau, quelque part. Donc, cette question aussi, je voulais questionner en tout cas, et peut-être inciter les jeunes à se poser la question sur leur propre engagement dans la société en tant que citoyen. Comment est-ce qu'on participe? Parce qu'on a soif de changement, on veut changer tout. Quand on est jeune, on veut tout changer, on pense qu'on a un super pouvoir. C'est pour ça que ces jeunes s'engagent dans les causes écologiques, etc. On veut changer les choses. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un acte manqué quelque part pour qu'on puisse vraiment aller jusqu'au bout? Il y a des choses formidables qu'ils font en matière d'évolution technologique grâce à Internet. Vous avez des jeunes en Afrique qui fabriquent des robots, des choses qui sont vraiment là pour aider, pour faciliter la vie en Afrique, que ce soit l'utilisation de l'énergie, des énergies renouvelables ou d'autres choses. Les jeunes créent et inventent des choses en Afrique. Donc aujourd'hui, on a une partie, enfin, c'est toujours dans ces paradoxes, une partie qui s'engage et qui s'engage sur certaines choses, mais il y a le vide au niveau politique, au niveau de l'engagement citoyen par rapport à cet acte-là. Merci à toutes les trois. Merci de ce éclairage qui apporte encore une meilleure compréhension de vos livres et surtout, j'espère, donner envie à ceux qui ne les ont pas encore lus de le faire. Et je vous y encourage vivement. La parole est à vous dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous parlez que les jeunes en Afrique ne s'engagent pas politiquement, s'engagent dans d'autres sphères, l'environnement par exemple. C'est un peu ce qui se passe en Europe et un peu partout dans le monde. La jeunesse se désengage politiquement. Malgré tout, j'ai vu en Afrique quand même que la jeunesse, sur des rassemblements politiques, elle est présente. Alors pourquoi malgré la présence dans ces grandes manifestations politiques, elle ne vote pas? Et est-ce que c'est pas parce qu'elle voit, et je vais parler du Cameroun par exemple, que Roger Milla est là depuis des années, que le changement ne se fait pas, qu'elle se dit, en fait, malgré que je vais voter, on sait qui c'est qui va y être. Je me pose la question. Alors, juste pour compléter la question, est-ce que c'est Paul Biya qui est là depuis des années, immuable, ou c'est plutôt un groupuscule qui est là, qui tient les choses depuis toujours? On a à peu près les mêmes personnes qui reviennent avec parfois des recyclages et puis après des nouvelles têtes aussi. C'est des histoires de clans qu'on connaît ici et là. Je disais justement que vous relevez là le paradoxe dont je parle chez les jeunes. On va avoir des jeunes qui sont mobilisés. Nous, lors des dernières élections présidentielles, ça va être la fin bientôt, les 7 ans en 2024. On avait un jeune plutôt candidat qui était aussi, qui briguait, voilà. Et il y a eu un engouement de jeunes qui allaient à ces meetings, et à voir la foule de jeunes qui étaient là, on se disait, mais ce gars est parti gagnant. À la fin, il était 3e. Alors, on voit les jeunes dans les rues qui demandent justement que les régimes actuels dégagent un peu la place parce qu'on en a marre, que ce soit au Mali, au Niger, au Gabon, tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit beaucoup de jeunes. Mais on a le sentiment que
ça s'arrête justement à l'expression du « on en a marre, on ne veut plus de vous », et ça s'arrête là. Mais la transformation de cette manifestation en acte positif où on va poser un vote, il y a un écart. Donc, ils sont nombreux, effectivement, dans les rues, dans les manifestations, mais ils ne sont pas dans les bureaux de vote à voter. Et pour moi, j'essaie d'analyser les situations. J'ai parfois le sentiment, justement, que c'est là où la transmission ne s'est pas faite aussi. Il y a toujours ce chaînon manquant où les jeunes, peut-être aujourd'hui, je me pose la question, si on ne se rend pas compte justement du sacrifice des anciens. Ces anciens qui ont donné leur vie, qui ont été torturés, qui ont subi énormément de choses, aujourd'hui, c'est comme si c'était en vain. Ils ne se rendent pas compte que l'acte même d'aller voter peut justement rendre hommage à ces gens et faire en sorte que leur sacrifice n'ait pas été fait en vain. Donc, dans les programmes scolaires, je ne sais pas, dans les établissements, on ne met pas forcément l'accent sur l'engagement politique, sur l'engagement citoyen. On ne met pas vraiment beaucoup d'accent dessus. Beaucoup de jeunes vivent parfois sans carte d'identité. Or, pour aller voter, il faut que vous ayez votre carte d'identité, que vous... Voilà. Je peux nuancer un petit peu. On a certains pays comme ça où le vote a toujours été présent, mais quand... Et on est adolescent, on devient adulte, on a 18 ans, donc tout est exacerbé. Quand on disait tout à l'heure qu'ils étaient très engagés, qu'ils étaient très en colère sur certaines choses et qu'ils allaient dans les rues pour se faire entendre, ce qui est très bien. Mais quand on est dans un environnement où un président est réélu à 98% des voix, sachant qu'il y a 90% d'opposition, est-ce qu'ils se sentent tellement pas lésés que finalement, le vote pour eux, c'est pas réel en fait. C'est qu'ils se disent que c'est pas palpable. À quoi bon faire comme mes parents, comme mes aînés? Encore une fois, si je me mets dans leur tête, qu'est-ce que ça va m'apporter? En quoi est-ce que je vais faire la différence? C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je ne vois pas l'intérêt d'y aller. C'est juste une réflexion. Alors, je vais justement te solliciter, Kadi, pour que tu nous parles un peu du cas du Sénégal. Comme on dit, c'est l'un des pays c'est l'un des pays les plus politisés. Et je crois que le Sénégal a la jeunesse la plus engagée en termes électoraux. Et le débat politique au Sénégal est quotidien, permanent, tout le temps, partout. En tout cas, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des intellectuels, que ce soit au niveau des jeunes désœuvrés. Et malheureusement, il y a des épisodes récurrents, notamment de ceux présidents qui font des mandats et qui, à la fin, cherchent à modifier la Constitution. Ça avait commencé avec Wade, Macky Sall a combattu cela, Macky Sall est arrivé, il a voulu faire pareil. Et malheureusement, chaque période électorale au Sénégal, il y a des morts, notamment des jeunes. De plus en plus de morts. Ça devient quasiment banal. Comment on pourrait expliquer cette violence d'un côté et ces jeunes aussi qui se radicalisent, pas dans le mauvais sens, qui se radicalisent dans l'opposition, dans la détermination pour mettre un terme à un pouvoir, entre guillemets. Comment on pourrait expliquer ces phénomènes? Je ne suis pas spécialiste politique du tout. Je vais parler de mon expérience pour que ça puisse être un peu plus cohérent. En effet, dans les familles sénégalaises, à toutes les sphères, on est assez politisé dès l'enfance. C'est-à-dire que tous les dimanches, on fait du ataya l'été, et puis tous les tontons sont en train de se disputer. Non, Diouf, tu n'as pas raison. Non, Ndiaye, c'est pas ça. On grandit là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque couche, à chaque sphère, on a accès à ça. C'est totalement... on entend vraiment tout et n'importe quoi, mais on est dedans, c'est vrai qu'on baigne dedans. Donc déjà, on est plus ou moins... On est politisé dès l'enfance. Après, moi, je suis née, j'ai grandi ici, mais j'ai quand même... Enfin, je suis aussi sénégalaise, j'ai vraiment la nationalité. Donc on suit toutes ces choses-là, malgré nous, des fois. C'est ça la première chose. La deuxième,
Le Sénégal, c'est un des pays qu'on qualifiait, en tout cas en Afrique de l'Ouest, de stable. C'est-à-dire que quand on disait je vais en Afrique et qu'on était un peu frileux, on n'allait pas dans le Nord Kivu du Congo. On se disait, bon, ben, je vais aller à Dakar, ils sont gentils. À la rigueur, je vais aller à Bamako à une certaine époque, où on va rester dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest quand on va en Afrique de l'Ouest, mais on va dire que Dakar, Gorée, le Sénégal, c'était une Afrique accessible, une Afrique facile. On a Sali, qui est on va dire une grosse station balnéaire, donc il n'y avait pas ce problème. Sauf que ce qui s'est passé, et c'est bien et c'est pas bien, c'est qu'on a eu un Sénégal qui émerge de plus en plus, où la vie est de plus en plus chère, littéralement. Nos jeunes sont en manque d'opportunités, c'est réel. Donc oui, je traite d'immigration, d'exil, etc. Mais pour y aller souvent et pour être assez ancré à mes racines, ils n'ont pas d'opportunités. Donc déjà, il y a ce fait qu'on soit politisé, on n'a pas d'opportunité, bah, l'équation elle est rapide, on va dans la rue pour se faire entendre. Et on a un opposant politique qui est Sonko, qui était cet étendard pour cette jeunesse qui se disait ok, aujourd'hui on a quelqu'un qui va pouvoir nous écouter, nous représenter et créer des opportunités pour nous. La demande, elle est récurrente, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Un jeune, il veut juste qu'on l'entende. On a été jeunes, je suis jeune. Juste qu'on l'entende, il veut juste qu'on le respecte, il veut qu'il ait aussi accès à un avenir, à des opportunités. Et c'est ce manque propre au Sénégal, parce qu'on parle de cette question-là, qui fait que nos jeunes prennent ces décisions-là, s'engagent, se tuent. Et on n'a jamais, en tout cas, encore une fois, je ne suis pas expert, on ne s'est pas retrouvé dans une situation telle qu'on la vit aujourd'hui, où on a un président qui tente de s'éterniser comme dans certains pays, alors qu'on qualifiait le Sénégal de démocrate, si je dois investir dans un pays d'Afrique de l'Ouest, ce serait le Sénégal, ils sont stables, ils sont gentils. Le Sénégalais est un pacifiste, entre guillemets. On n'a pas des Sankara qui se lèvent au Sénégal, c'est ce qu'on dit en tout cas du peuple sénégalais. On est des gentils, on est des pacifistes, on est des philosophes, on est des diplomates, on s'assoit, on discute. Et là, non. En fait, les jeunes ont compris que ça ne fonctionnait pas. Alors on va vers la violence et alors on va chercher ce qui nous revient de droit. C'est pour ça qu'on en est là. Alors on va finir avec toi, Nuptia, parce que les organisateurs nous disent qu'on a légèrement débordé. Alors le Congo-Brazzaville, la jeunesse et les élections, il y a eu hélas la tragédie de 1997 avec la guerre civile où la question ethnique a été instrumentalisée. On l'a vu même ici en France, des amis qui se sont séparés, des couples qui se sont séparés parce qu'ils n'étaient même pas c'est pas pour des raisons de divergence politique, mais d'appartenance ethnique. Est-ce que ces fléaux, ces problèmes d'ethnicisation de la question politique est en recul, les choses se sont normalisées ou il reste encore des séquelles de ces conflits de 1997? Je veux dire un recul apparent, parce que les gens ont peur, les jeunes ont peur. Pour compléter ce qui a été dit, je suis d'accord avec tout. Partout, c'est le même phénomène. Hein. La vie change, le monde évolue et les jeunes sont confrontés aux mêmes problématiques, je dirais. Chez nous, au Congo-Brazzaville, il y a moins de problèmes dans le sens où les gens ne parlent pas, comme au Sénégal, comme au Gabon récemment. Les gens ne se révoltent pas parce qu'il y a un climat de peur. Parce que celui qui est là, il a réussi, parce que le monsieur a se levé. Dans les manifestations, on voit des jeunes. Chez nous, au Congo, dans les manifestations, on voit des jeunes. Pas parce qu'ils veulent parler, pas parce qu'ils ont envie de manifester, mais parce qu'on les utilise. Les politiciens au Congo aujourd'hui, ils savent, les jeunes n'ont pas de parole, on n'a pas de courage. C'est pas qu'on n'a pas de courage, mais c'est beaucoup plus. Non seulement que ça ne sert à rien de se lever, parce que ça ne va pas changer, et aussi, si vous vous levez, demain, on espère que tu as une famille solide. Donc, ce que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure, ce qui s'est passé pendant toutes ces guerres civiles, la division au Congo, aujourd'hui, chez nous, il y a une guerre qui existe, qui a toujours existé, qui a des séquelles, on va dire, dans toutes les générations. C'est la division Nord-Sud. Comme vous étiez en train de l'évoquer, les familles qui se sont séparées. Je ne l'ai pas vécu parce que j'étais encore très petite.
Mais on m'a raconté, mes parents me racontent toujours, on a eu des gens, donc un homme du Nord marié à une femme du Sud. Quand les problèmes sont arrivés, l'homme est parti, la femme est partie. Il y a eu des enfants qui se sont retrouvés sans père, sans mère, parce qu'ils n'ont pas pu trouver une solution qui devait aller avec les parents. Ceux du Nord, la famille du Nord disait que ce sont les enfants du Sud, et ceux du Sud disaient pareil que ce sont les enfants du Nord. Et aujourd'hui, c'est comme ça, même dans les écoles. Aujourd'hui, les universités, après le grand problème, le conflit Nord-Sud, ça date de loin. Les colons sont partis, entre guillemets, ils ont laissé le pouvoir dans les mains des gens du Sud. Les colons sont rentrés par le Sud, ils ont beaucoup plus construit le Sud que le Nord. Donc ça part de très loin. Ils ont construit des universités au Sud et pas au Nord. Ceux qui ont repris la relève, c'était les gens donc du Sud, ils ont continué à faire des choses. À un moment donné, les gens du Nord se sont révoltés et aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là et l'objectif principal, c'est de dominer les gens du Sud, de faire taire les gens du Sud. Et on va dire, les rebelles, ce sont les gens du Sud. Donc, on a peur. Tout le monde a peur. Les jeunes ont peur. Il y a des choses qui ne marchent pas, mais personne n'ose se lever. Mais sinon, partout, on a les mêmes problématiques. Ce qui se passe au Congo, les gens ne parlent pas, c'est juste parce que les gens ont peur. Et effectivement, il y a parfois des moments où on a un peu d'espoir parce qu'il y a un candidat qui veut faire des choses. Mais au final, on voit que ce candidat-là, soit il était corrompu parce que c'est un faux candidat, poussé par les gens du Nord ou par les gens du pouvoir. Au final, les jeunes sont dessus. Ou encore, ce candidat, s'il était vraiment vrai ou vrai opposant, bah, à un moment donné, il va se retrouver à la maison d'arrêt. Donc, plus personne ne parle. Chez nous, on dit, on le laisse. Le jour où il va mourir, on saura quoi faire de ce pays. En tout cas, indépendamment de ces conclusions, de ces réponses qui arrivent à la fin, c'est pas sur cette note-là que j'espère qu'on va se quitter. On va surtout noter, et les femmes se sont tues, les courages des femmes est évoqué, la participation, l'implication des femmes dans le combat politique au Cameroun est très bien décrit et très bien relaté dans ces livres. La question de la transmission, de la sauvegarde, de la transmission de la mémoire est très bien évoquée. Et parcourir l'Afrique, son histoire, sa diversité, sa richesse, des notes d'espoir, on les trouve dans les livres de Kadi et Nipsia. Terminé, Non, c'est pas grave, vas-y. J'avais juste une petite information pour compléter. Je suis bénévole au cinéma Bonne Garde, qui est un cinéma de quartier, et dans le cadre de la semaine sur la parentalité et les droits de l'enfant qui aura lieu donc la semaine du 20 novembre, je crois, on diffuse un film qui rejoint le thème que vous évoquiez sur la question de l'engagement et la question de l'engagement des enfants et adolescents. Donc le film, c'est Demain est à nous. C'est un peu dans le prolongement du film, d'un autre film qui a été tourné avec des lycéens à travers le monde et qui s'appelle Bigger Than Us. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui est très intéressant, qui parle de l'engagement des jeunes dans la société d'aujourd'hui. Un cinéma Bonne Garde, c'est à Rézé, hein? Pardon? Cinéma Bonne Garde, c'est dans le quartier qui est juste à côté, en fait, qui est à Nantes. En fait. À Nantes, Bonne Garde. Et l'adresse, c'est? C'est plutôt Rosé, Bonne Garde. Non, Bonne Garde, c'est Nantes. C'est sur la ville de Nantes. Ouais. C'est derrière Pirmé, là? C'est derrière Pirmé, voilà. Juste derrière Pirmé. Donc le 20 novembre, il y a une séance de cinéma. 20 novembre. Merci en tout cas, merci à tous, merci de nous. Je voulais dire, messieurs, dames, qu'est-ce qui pousse les jeunes de chez vous à partir, malgré tous les inconvénients qu'on ne sait pas quoi résoudre? Alors il n'y a pas une seule réponse. Au risque de leur vie. Voilà. Il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une seule cause. Les causes sont multiples. Alors, la première, je ne sais pas si il faut appeler ça une cause, une raison. L'homme est appelé à migrer. Migrer, aller ailleurs, ça a toujours été une volonté quasi naturelle. Même si on a tous ces choix, on s'est dit, bon, tiens, je vais aller voir un peu ailleurs comment c'est là-bas. Quand on est assez riche,
on a envie de s'enrichir culturellement, voilà, de voyager, de partir, de vivre encore plein d'autres bonnes choses. Quand on trouve qu'on n'a pas tout chez soi, on essaie d'aller trouver. Ça a toujours existé, que ce soit en Afrique, en Amérique, voilà. Quand on prend simplement l'histoire de la construction des États-Unis, des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Argentine, on prend tous ces pays comme ils sont construits, on va constater que la volonté de partir ailleurs n'est pas spécifiquement africaine. Mais voilà, il y a des raisons. Certains sont partis en groupe armé, tout ça, pour aller s'installer ailleurs au détriment des gens qu'ils ont trouvés sur place. D'autres essayent individuellement juste de gagner leur vie, de trouver mieux ailleurs, parce que ça ne va pas forcément mieux chez eux. Donc il y a des causes qui sont multiples, il n'y a pas une seule cause. Il y en a surtout qui nous répondent qu'est-ce qui nous retient ici. Moi, quand je pose la question là-bas, c'est qu'est-ce qui nous retient ici? Pourquoi je partirais pas? Donc c'est une Mais j'allais dire aussi, j'ai la chance de voyager à travers le monde un peu partout, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe ou en Afrique. Ce n'est pas qu'un phénomène africain. Les jeunes, partout où je suis passée, rêvent d'un ailleurs, veulent partir ailleurs. Que ce soit en Amérique latine ou oui, sur le bassin méditerranéen, vous allez au Liban, vous allez ici en France. Les jeunes veulent partir aux États-Unis, au Canada ou je ne sais où. Ça fait partie justement des temps que nous vivons aussi. J'aime bien cette citation que on dit qu'elle est asiatique, je ne sais pas de quelle origine, qui dit que les périodes difficiles produisent des hommes forts. Des hommes forts créent des temps de stabilité et de prospérité. Les temps de stabilité et de prospérité produisent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Donc, l'histoire est cyclique. Et on est dans des temps qui sont ceux-là. Et je pense que... Voilà. Je pense que c'est la médiatisation aussi, si je peux. C'est aussi la façon dont on va médiatiser cette migration. Il faut savoir que c'est quand même, contrairement à ce qu'on croit, c'est les Asiatiques qui migrent le plus, avec 83 millions par an. 83 millions d'Asiatiques qui migrent par an. L'Afrique est loin derrière par rapport à d'autres continents. Et après, je pense que c'est aussi la communication qui va se faire, notamment ici, en France, par rapport à ça. Mais quand on voit la différence avec d'autres pays d'Europe, l'Allemagne a accueilli 2 millions de migrants, alors que la France n'accueille que 6% des personnes qui immigrent ici. Qu'est-ce qu'on leur donne à faire à ces migrants? Qu'est-ce qu'on leur donne à faire? Ils n'attendent pas qu'on leur donne quelque chose, ils arrivent... On leur donne à faire les travaux les plus pénibles. Tout à fait. Ben, il vaudrait mieux qu'ils restent chez eux. Alors, ça c'est un peu facile. Alors, il faut savoir aussi, ça c'est quelque chose qui est important, que très peu de migrants partent parce qu'ils ont envie de partir et de quitter leur pays. Contrairement à ce que l'on peut croire, quand quelqu'un s'en va, c'est parce qu'il essaye d'aller chercher mieux ailleurs. Donc il n'a pas envie de quitter son frère, son père, sa mère, et de savoir que peut-être il ne reviendra jamais. Il y a des personnes qui ont des parcours de migration qui ont entre 4 à 7 ans avant d'arriver ici et qui vont subir toutes les violences qu'on peut imaginer et qui savent que de toute façon ils ne retourneront pas parce que quand on va leur donner leur droit d'asile, ils n'auront pas le droit de retourner dans leur pays. Donc il n'y a que de la violence là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait alors de ces gens? Eh bien on essaye de les accueillir et de faire... Ils restent en mer et ils meurent. Mais non, mais ceux qui meurent justement, c'est ça qui est le pire, c'est que justement ils vont jusqu'à prendre le risque de mourir et malgré que certains savent qu'ils n'arriveront peut-être jamais, il n'empêche que leur mère, leur père, les autres membres de la famille ou du village leur disent il faut que tu partes parce que là-bas tu seras mieux et parce que là-bas tu apporteras mieux. Donc il faut toujours penser à ça, c'est beaucoup de violence et beaucoup de souffrance quand ils s'en vont. Mais ils partent quand même parce qu'ils essayent d'avoir mieux. Et puis parce qu'aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux, le fait d'avoir le satellite, ça permet de vivre sur Internet.
que l'on Il n'y a n'avait pas pas. qu'Internet qui compte. Hein. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant on arrive à voir ce qu'il y a chez les autres. Avant, on ne savait pas. Avant, on ne savait pas, donc on partait loin et on se limitait à partir à 50 km de chez soi. Aujourd'hui, on sait qu'on peut partir beaucoup plus loin et que là-bas, il y a quelque chose d'autre qui existe. Oui, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, que j'ai trouvé très important aussi. C'est comment l'immigration est médiatisée. Ça, c'est très important. Parce qu'au Congo, par exemple, on a plein de Français. Mais on les appelle des expatriés. Ce ne sont pas des personnes qui vont chercher la vie ailleurs. On ne les appelle pas des migrants. On les appelle des expatriés. Et pourtant, par rapport à ce que vous venez de dire, quand les gens viennent en Europe, en l'occurrence en France, soi-disant on leur donne des petits boulots et tout, mais moi, chez moi, j'ai vu des Français faire des boulots que moi je ne peux jamais faire. Bah, tant mieux. Mais c'est pas médiatisé, on n'en parle pas. Non, on ne sait pas ça. Alors, je vais vous proposer de terminer ces bons moments d'échange avec un extrait du livre de Sabine Mengue et les femmes se sont tues. Écouter les gens ennuyés forme à la patience. Sache qu'on apprend toujours quelque chose des autres, y compris d'un fou. Et puis, s'il ne te transmet pas ce que tu aimerais savoir, eh bien, fais toi-même tes recherches. Merci à vous.